Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité avec Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, David Jayes, essayiste et entrepreneur, Michel Elchaninov, rédacteur en chef de Philosophie Magazine, et Isabelle de Goulmin, rédactrice en chef de La Croix. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro est intitulé « Israël-Palestine, la guerre des opinions ». Il est ainsi chapeauté « Nourri par les mauvais génies du racisme et de l'antisémitisme, les lignes de front du conflit entre Israël et le Hamas débordent largement des faubourgs de la ville de Gaza. Le 1 se penche sur le rôle que joue dans ce conflit la propagande et la désinformation, et plus largement la bataille des mots et des idées, à l'heure des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle et des adeptes de la stratégie du chaos. Nous mettrons en ligne mercredi la suite du bada de la série « Si c'est pour la culture, on l'a déjà donné » avec Constance Rivière, directrice du musée de l'histoire de l'immigration et romancière qui vient de publier « La vie des ombres » où elle suit les pas du cinéaste, du documentariste américain Frederick Wiseman à la découverte de son propre pays et aussi d'une autre, comme on le verra dans un film qui va sortir en décembre, qui porte sur la dynastie des trois gros, les cuisiniers, disons, hommes de table. Notre prochain enregistrement public aura lieu le dimanche 3 décembre à l'École alsacienne. Vous pouvez vous inscrire sur notre site, comme vous pouvez vous inscrire pour vous abonner à notre compendium que vous recevrez chaque mercredi directement dans votre boîte de courriel. Et puis, la fin de l'année approche, certains d'entre vous l'ont déjà compris, car la fin de l'année, ce sont les dernières semaines pendant lesquelles nous adressez vos contributions de soutien qui sont défiscalisées, mais elles le seront jusqu'au 31 décembre. Après, il faudra que vous attendiez l'année suivante. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir dès maintenant. Intéressons-nous maintenant au premier des deux sujets que nous avons retenus, celui de Mélenchon, la gauche et la République. Après l'attaque du Hamas contre Israël, le refus de Jean-Luc Mélenchon de qualifier le dit Hamas d'organisation terroriste a creusé un peu plus le fossé avec les autres composantes de la NUPES et fracturé son propre parti. Les frondeurs du mouvement s'opposent désormais ouvertement à lui, tandis qu'un collectif de 420 militants réclame une refondation du mouvement en plaidant ironiquement pour une 6e République à la France insoumise. Les communistes ont tourné la page de la NUPES, suivis par le mouvement Génération Écologie, et les socialistes ont déclaré un moratoire en attente d'une clarification. En matière de politique internationale, tout ou presque oppose LFI aux autres partis de gauche, la Russie, l'OTAN, l'Ukraine, la Palestine, Israël, la Chine, le Tibet, Taïwan, aussi bien que le soutien mélenchoniste aux dictatures socialistes latino-américaines. Alors que LFI est une force eurosceptique, les autres formations sont europhiles, le Parti communiste français étant dans une position intermédiaire. Lors de la séquence des retraites, en choisissant une stratégie de l'obstruction à tout débat, Jean-Luc Mélenchon a brusqué le reste de la gauche et une partie du Front syndical uni. En septembre 2022, son soutien à son lieutenant Adrien Quatennens, condamné pour violence envers son épouse, avait fait s'interroger de nombreuses personnes, y compris dans son propre camp. La semaine dernière, la députée de Seine-Saint-Denis, Raquel Garrido, qui avait accusé Jean-Luc Mélenchon de nuire à LFI, a été suspendue pour 4 mois de son rôle d'oratrice à l'Assemblée nationale. Intransigeant laïcard à ses débuts, Jean-Luc Mélenchon s'est mué en pourfendeur de l'islamophobie. Une partie de la classe politique juge qu'il serait sorti du champ républicain et trouve des traces persistantes d'antisémitisme dans ses innombrables tweets. Pour le politologue Jérôme Fourquet, comme la France insoumise a fait des quartiers populaires peuplés de descendants de l'immigration son socle électoral, il y a une tentation d'accès sur le civilisationnel, voire le religieux. Selon un sondage Cevipof Opinionway, après le premier tour de la présidentielle de 2022, 68% des Français musulmans ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Au sortir de la présidentielle de 2017, il était la personnalité préférée des Français avec 61% de bonnes opinions selon l'IFOP. Et désormais, selon un sondage CSA pour CNews, 71% des Français voient en lui un danger pour la démocratie. L'Institut Odoxa, qui interroge les Français sur la personnalité qui leur inspire le plus de rejet, le place aujourd'hui
aujourd'hui avec 62% comme la personnalité la plus rejetée de France, devant Éric Zemmour. Sur cette question, Isabelle de Gaulle. Oui, merci Philippe. Je trouve que c'est bien qu'on aborde Mélenchon dans une émission sérieuse comme celle-là, parce qu'on va en parler sérieusement. C'est-à-dire que qu'est-ce que dit Mélenchon de la gauche et de la République? C'est-à-dire que effectivement, il y a une première réponse qui dit il est fou. Voilà, il est fou, puis maintenant il est antisémite. Alors je pense que c'est plus compliqué que ça, et qu'en fait il n'est pas fou. Je dis pas que ça va marcher son histoire, mais en tout cas ça dit beaucoup de choses, me semble-t-il, de ce qui est en train de se passer sur la scène politique française. Alors la première chose, vous l'avez dit sur l'aspect international. Il y a toujours eu cette scission dans la gauche, entre une gauche qui est celle de Mélenchon, qui est opposée aux États-Unis, au point d'être pour la Russie, qui n'est pas européenne. Et on va voir aux prochaines élections que ça va être compliqué. Ensuite, il y a cette tentation d'instaurer de manière durable un populisme de gauche, un peu comme Jean-Marie Le Pen a instauré un populisme de droite, pas de droit, mais de droite, avec donc cette volonté de paraître anti-système. On l'a beaucoup vu pour les retraites. Et en fait, c'est assez populaire aujourd'hui d'être anti-système. Et donc, il y va et il n'est pas à un slogan près, à un tweet près là-dessus. Mais c'est en tout cas peut-être une stratégie qui dit beaucoup de choses de l'état de la France aujourd'hui. Il y a aussi ce côté un peu ancien trotskiste, c'est-à-dire qui pense qu'on est dans une période pré-révolutionnaire. Et donc, c'est la culture de la conflictualité. Il va falloir cliver au pire. Et puis, il me semble que c'est pas non plus la première fois que la gauche, en tout cas cette gauche-là, se prononce pour des systèmes dictatorial ou totalitaires. Moi, je me souviens de l'Iran. Effectivement, il y avait toute une gauche qui trouvait que la révolution iranienne c'était formidable, que ça libérait les populations musulmanes, les pauvres prolétariens musulmans. Et c'est pareil là avec le Hamas, c'est-à-dire que c'est pas la première fois qu'on a comme ça une gauche qui, sous prétexte de défendre les damnés de la terre, va s'acoquiner avec des structures hyper dictatoriales, quoi. Il y a ensuite, comme vous l'avez dit d'ailleurs, un calcul à mon avis électoral, et ce que je trouve quand même intéressant, c'est que LFI est effectivement un peu le seul parti aujourd'hui, avec dans une certaine partie le RN, à toucher les classes populaires. Et ça, c'est quand même intéressant aussi par rapport aux autres partis, les classes populaires et les plus jeunes. Je veux dire que LFI, c'est l'anti-manifestation de dimanche dernier, à laquelle moi j'étais personnellement, mais qui est effectivement une manifestation de gens blancs, plutôt âgés, plutôt parisiens, plutôt riches. Voilà. Et on voit bien qu'aujourd'hui, LFI, qui au début avait un électorat assez bobo, on va dire ça comme ça, aujourd'hui arrive quand même à avoir un électorat dans les quartiers plus populaires, un électorat plus jeune, et un électorat qui est d'origine de l'immigration. Et ça, c'est intéressant. Et effectivement, quand on sait que 30% des chômeurs votent LFI, ou 61% des musulmans ont voté LFI, des musulmans qui ont voté LFI aux dernières élections, c'est quand même assez intéressant. Et puis moi, alors c'est peut-être parce que j'ai mon prisme Lacroix, mais ce que je trouve aussi intéressant cette histoire, elle nous dit combien la laïcité comme marqueur de la gauche et de la République a bougé. Et Mélenchon est lui-même le symbole de cette espèce de translation. C'est-à-dire que Mélenchon, c'était vraiment le laïcard pur, républicain. Autrefois, je me souviens, quand on l'interrogeait à la Croix, c'était toujours beaucoup d'ironie par rapport à ce que pouvait être la religion. Et là, il a beaucoup évolué. Alors, est-ce que c'est lui qui a évolué ou est-ce que c'est la laïcité qui a évolué? Et c'est là où je trouve intéressant. Lui, il a évolué pour des raisons électorales dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais il me semble aussi qu'il y a une nouvelle laïcité, beaucoup plus à droite qu'avant, je vais dire la laïcité CNews en quelque sorte, qui est une laïcité séparatiste, pour reprendre le mot de la loi de Darmanin, et qui a tendance quand même à faire de la laïcité uniquement quelque chose d'anti-musulman, et qui a tendance donc à mettre une partie des musulmans hors la société. Et c'est vrai que c'est par rapport à cette laïcité très très à droite, qui n'est pas celle de Jean-Louis Bianco par exemple, qui était une laïcité apaisée, une laïcité finalement qui permettait à toutes les opinions de s'exprimer. On a aujourd'hui une laïcité défendue par des gens qui sont finalement, qui prennent la laïcité en réalité, avec derrière un a priori idéologique, et pour séparer, on va dire, une partie des musulmans français du reste de la société française. Et on le voit aujourd'hui dans toutes les médias assez à droite. Je trouve donc
intéressant de voir cette évolution à contrario de Jean-Luc Mélenchon. Je ne dis pas qu'elle est bonne, je ne dis pas qu'il ne faut pas se méfier, qu'effectivement aujourd'hui il ne faut pas sans doute pas être naïf contre une partie d'une idéologie musulmane qui prospère en France, mais il est intéressant de voir un peu ce glissement de la laïcité et comment Mélenchon finalement surfe sur ce glissement à contrario pour s'opposer à cette laïcité-là. Michel Elchaninov. Pour répondre à la question qu'Isabelle de Golemin a posée au début de son intervention, est-ce qu'il est fou ? Je pense que il faut voir qu'il est. Je pense que vous serez d'accord, il n'est pas du tout fou, Jean-Luc Mélenchon. Je pense même que ce qui se passe aujourd'hui, à la fois vis-à-vis de la République et de ses frondeurs de la LFI et de ses partenaires de la NUPES, n'est en fait que la suite logique de son identité politique. Et en fait, ce n'est qu'une suite de ce qu'il est depuis toujours. Qu'est-ce qu'il est ? Moi, je vois trois éléments qui constituent son identité politique. C'est d'abord la conflictualité comme méthode. Alors ça, c'est vraiment le concept de Chantal Mouffe et Ernesto Laclau, qui sont ses grands inspirateurs philosophiques. Au lieu d'une vision associative de la politique, du consensus, de la discussion démocratique, il faut être dans l'agone. Ils sont avec Carl Schmitt. Il faut être dans le couple ennemi-ami. Et Jean-Luc Mélenchon disait « L'action politique progressiste doit conflictualiser tout ce qu'elle touche ». Donc il faut créer du conflit, il faut créer de l'inimitié dès qu'on s'exprime. Son tweet, tous ses tweets, toutes ses réactions, tous ses appels sont polémiques par essence depuis le 7 novembre. Donc en fait, ce n'est qu'une suite, certes de plus en plus gênante et tragique, de ce qu'il est. Deuxième moment de son identité politique, le populisme autoritaire, comme vous l'avez dit Isabelle, c'est-à-dire l'idée que Jean-Luc Mélenchon incarne le peuple. Quand il dit « c'est moi la République », vous vous souvenez, il y a quelques années, quand on lui cherchait Noise, aujourd'hui il dit « c'est moi le peuple ». Et le peuple ne peut pas se tromper, et le peuple est en colère. Donc Jean-Luc Mélenchon, comme ces modèles de dictature socialiste sud-américaine, eh bien, exprime les affects du peuple. Et Mélenchon dit souvent, vous savez, les gens, quand ils m'écoutent à la télévision, ils savent plus très bien ce que j'ai dit, mais ils savent une chose, je n'ai pas baissé les yeux. Je n'ai pas baissé la tête, c'est-à-dire j'ai résisté. Et donc, Jean-Luc Mélenchon prétend incarner le peuple dans son identité. C'est pour ça qu'on ne peut pas se débarrasser de Mélenchon. Il n'a pas de mandat électoral aujourd'hui. Il dirige un think tank, un groupe d'études. Il est un peu le guide. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas s'en débarrasser. Et comme il prétend incarner le peuple, il ne se laissera pas faire. Et enfin, le dernier élément de son identité politique, je crois que c'est le mythe. C'est remplacer la rationalité de la discussion démocratique par une mythologie, alors qu'elle soit révolutionnaire, celle du Grand Soir, qu'elle soit robespierriste, qu'elle soit sud-américaine, latino-américaine. Mais l'idée, c'est que de toute façon, le mythe ne peut pas, là encore, être éliminé, être écarté par une discussion démocratique. Donc ça veut dire que non seulement toute cette radicalisation apparente de Mélenchon depuis les événements du 7 octobre n'est que la suite logique de son identité, mais en plus, c'est ceux qui voudraient se débarrasser de lui au sein de la NUPES ou des Insoumis en tout cas, devront l'affronter. Parce que Jean-Luc Mélenchon ne partira pas de lui-même. J'ai regardé très attentivement la vidéo que Mélenchon a publiée mercredi dernier de à peu près 50 minutes pour justifier ses propos. Alors, il dit qu'il va prendre de la hauteur, il dit que son argumentation sera rationnelle, il dit qu'il faut examiner les choses avec profondeur. Donc, après avoir, disons, joué l'agressif, il joue le vieux sage, comme il fait souvent, il passe de l'un à l'autre pour séduire tantôt les énervés, tantôt les personnes, les jeunes instruits urbains. Mais au fond, dans cette vidéo, il ne fait que dire une seule chose. Le 7 octobre, quand j'ai fait mon tweet à 13h en disant que finalement la violence exercée par les uns n'était qu'une réponse à la violence des autres, c'est-à-dire quand finalement il a mis dos à dos les Israéliens et les terroristes du Hamas, il ne dit qu'une chose, j'avais raison avant tout le monde. Et donc Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui ne dit qu'une chose, j'avais raison avant tout le monde, je ne partirai pas, je ne suis pas déstabilisé parce que c'est mon identité politique. David Jays. Oui, alors d'abord, ce qui me frappe avec la gauche française, c'est de voir que tout sujet grave, qu'il soit national ou international, est un prétexte à afficher ces divisions. Qu'on parle de Israël-Palestine, de l'Ukraine, de la Syrie, de l'Europe, du capitalisme, de la démocratie libérale, de la laïcité, de la décentralisation.
peut-être bientôt de la fiscalité du PVC ou du marché d'occasion de l'automobile. Immanquablement, dans la presse politique, on a des articles sur la fracturation de la NUPES. Le premier réflexe face à ça, c'est de se dire, diantre, ces gens qui pèsent désormais moins de 30% de l'électorat tout mouillé, s'offrent encore le luxe d'afficher leur division à tout propos. La réalité, c'est que ce qui réunit cette famille politique aujourd'hui, c'est surtout un accord électoral de circonstance qui a été conclu en 2022 pour limiter les dégâts aux élections législatives, offrir quelques dizaines de députés au Parti socialiste. Mais je ne crois que cette résurrection de la gauche plurielle qu'est la NUPES n'est pas autre chose qu'un accord électoral de circonstance, parce qu'il y a des désaccords fondamentaux sur des questions qui touchent à la démocratie libérale, qui touchent à l'économie de marché, qui touchent à la nation et à l'Europe, et qui touchent au système d'alliance de la France. Maintenant, si j'en viens à Mélenchon, qui est la question de la discussion ce matin, je crois que Mélenchon est un produit de la société de la polarisation politique, très bien décrite par mon ami Giuliano d'Empoli dans Les Ingénieurs du Chaos. Un produit assez efficace, assez cynique. C'est un artificier assez redoutable, qui n'est pas dans le portrait robot des Ingénieurs du Chaos. Parce que les Ingénieurs du Chaos, ils ressemblent plus aux créateurs du mouvement Cinque Stelle en Italie, c'est-à-dire l'alliance d'un comique de télévision, l'équivalent d'un Hanouna en France, avec des start-upers très rodés dans la communication digitale. Bon, Mélenchon, jusqu'à preuve du contraire, n'est ni un comique de télévision, ni un start-upper digital. C'est un sénateur socialiste rompu aux joutes de congrès, encravaté, apparatchik en diable, mais qui s'est très bien grimé en ingénieur du chaos de la société de polarisation. Il y a au moins 2 traits qui le caractérisent. D'abord, il est mouvementiste, c'est-à-dire qu'il a expérimenté, pour avoir été longtemps dans la minorité de la gauche socialiste, le caractère pesant d'émotions, des palabres internes, la lenteur de la démocratie partidaire, alors que le mouvementisme, qui réunit aussi Macron, c'est l'efficacité, c'est la vitesse et c'est la solitude d'un homme providentiel face à son peuple. Donc il y a un rejet de ces formes et de ces codes politiques traditionnels qu'il a pourtant embrassés pendant des années. Et puis, à côté de cette dimension mouvementiste, il y a une dimension algorithmique, c'est-à-dire une très bonne compréhension de ce qu'est la mobilisation politique à l'heure et à l'ère des réseaux sociaux. Il faut proférer des énormités au sens propre du terme, c'est-à-dire des choses qui sortent un peu de la voie médiane. Il faut grossir le trait, et cela assure à celui qui les profère une audience. Il faudrait faire sienne la maxime de Pasolini qui disait « Je hais l'indifférence ». Et en grossissant le trait, évidemment, on radicalise une base. Et c'est exactement la stratégie qu'il a appliquée pour la présidentielle de 2022, avec un réel succès. Parce que on radicalise une base, on sécurise 8 à 10% de l'électorat, qui est authentiquement séduit par le discours, et ensuite, comme on est le pôle de force à gauche, petit à petit, on agrège, et ces 22%, en réalité, si on les décompose, ces 22% au premier tour de la présidentielle de 2022, il y a 8 à 10% de fanatiques, c'est-à-dire de gens qui adhèrent vraiment au discours populiste, dont vous parliez tout à l'heure, Isabelle. Et puis derrière, il y a de sympathiques sociodémocrates, mitterrandistes ou autres, qui ont voté pour lui parce qu'ils voulaient voter à gauche et qu'il était le plus fort à gauche. Et je crois qu'en réalité, il ne fait pas autre chose qu'appliquer cette stratégie à la virgule près en vue de la présidentielle de 2027, pour laquelle il est obnubilé, sauf pépin de santé, c'est-à-dire radicaliser un noyau de 8 à 10% de l'électorat qui serait composé effectivement des jeunes et d'une partie des banlieues, et à partir de ce noyau, ensuite, élargir petit à petit. C'est exactement l'inverse de la stratégie de Ruffin, mais je crains qu'à l'heure des ingénieurs du chaos, ce soit la stratégie de Mélenchon qui soit la plus payante. Jean-Louis Bourlanges. Oui, moi je suis d'accord avec ce que vous avez dit les uns et les autres, qui me paraissent d'ailleurs très, très complémentaires. Je voudrais simplement relever ce qui me paraît être constitutif de la personnalité politique et de l'apport politique de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire un certain nombre de contradictions. Je crois que c'est l'homme de
de trois contradictions importantes, mais la contradiction, chacun sait depuis Hegel que la dialectique fait vivre, et que donc le débat politique et les carrières politiques se nourrissent de la contradiction. La première, c'est quand même celle de son discours institutionnel, qui est un discours d'effacement de la personne présidentielle, du rétablissement d'une démocratie parlementaire de type classique. C'est, disons, la démocratie, la République de 58, moins un certain nombre de rigueurs comme le 49.3 sur la 49.3, moins donc qui profite au gouvernement, et évidemment la marginalisation totale du président de la République. C'est pas illogique du tout. Je crois que c'est un système qui trouverait, s'il était réaliste, et il ne l'est pas, parce que personne ne demandera jamais aux Français de renoncer à l'élection du président de la République au suffrage universel. Enfin, je souhaite bonne chance à celui qui s'y essaie. Donc, ça n'y verra jamais les jours, mais c'est assez cohérent de ramener le problème du pouvoir à la question de la majorité au Parlement. Mais tout en lui nie cette réalité. La preuve, c'est que pour être Premier ministre, puisque c'était la logique de sa démarche au lendemain des présidentielles, pour être Premier ministre, c'est-à-dire pour marginaliser le président de la République et le condamner, comme dirait le général de Gaulle, à l'inauguration des chrysanthèmes, il aurait été bon qu'il soit candidat et député à l'Assemblée nationale. Non. Il s'est mis dans une position de recours qui est exactement celle de Gaulle, mutatis mutandis, heureusement, après 1946, et cette position de recours, c'est une position de héros providentiel, de héros, donc le contraire même de la Sixième République. La deuxième contradiction, elle a été développée, c'est la contradiction entre ces deux lectures idéologiques successives. La première, c'est l'hyper-laïcité, l'hyper-laïcité qui fait que il y a eu des images qui ont circulé sur ces prises de position, sur l'interdiction du voile islamique il y a 20 ans, c'est trait pour trait le contraire absolu de la théorie qu'il défend aujourd'hui. Mais c'est même parfait. Enfin, c'est un emboîtement thématique absolument impeccable. Tous les arguments contre le voile islamique d'il y a 20 ans sont repris et retournés aujourd'hui avec la même conviction, apparence de conviction, la même indignation, le même mépris de la position inverse. Mais là où je trouve que David a raison, c'est qu'il y a quand même un point commun il y a évidemment l'électoralisme derrière tout ça, mais il y a un point commun, c'est la radicalité. Ce qu'il a cherché, c'est la gauche la plus radicale. La gauche la plus radicale, elle était économique et sociale du temps du Parti communiste ou plus encore des trotskismes, etc., de l'ultra-gauche, et elle est devenue quelque chose de tout à fait différent, niché dans la protestation, c'est l'héritage de Frantz Fanon, de quantité de choses de cet ordre, niché dans la protestation, la protestation identitaire. Alors tout ça est quand même un renversement du pour au contre, mais on le voit. Je disais l'autre jour que sur le Moyen-Orient, c'était frappant de voir que le Hamas, c'était au bout du compte, le Hamas sunnite, s'était rapproché du Hezbollah et des propositions chiites par justement la préférence pour la radicalité par rapport au dogme. Le dogme sunnite s'oppose au dogme chiite, mais l'idée d'en découdre et d'avoir une attitude radicale est très forte. Donc là, on trouve cette préférence pour la radicalité qui est un trait très fondamental aujourd'hui notamment des jeunes générations, mais pas seulement, qui sont adossées à aucune idéologie construite et qui vivent avec anxiété leur participation à la vie publique et qui donc ont tendance à surenchérir dans la mise en cause, dans la violence, dans la radicalité. Et la troisième contradiction, elle est très intéressante, c'est que Mélenchon, elle est le prolongement de la seconde, Mélenchon était l'homme de l'anti-américanisme absolu,
son idéologie. Je me rappelle quand il défendait, ce qui prouve d'ailleurs qu'il avait des liens avec l'ambassadeur de Chine, il défendait la Chine par rapport au Tibet, au nom de la laïcité. Il disait les Chinois défendent la laïcité, alors il avait cette idée universaliste, droit de l'homiste, etc., qui était typiquement française. Et c'était une gauche profondément française. Or là, il a puisé tout son renouveau idéologique dans la gauche américaine, alors que l'Amérique reste pour lui le grand Satan. Donc il y a là une contradiction. Et le wokisme est effectivement quelque chose de très commode. Qu'est-ce que c'est que le wokisme ? C'est, me semble-t-il, deux choses. D'une part, la substitution de ce qu'on est à ce qu'on pense, c'est-à-dire on est noir, homosexuel, femme ou blanc, hétérosexuel, dominant, savant, etc. On est quelque chose, et c'est ce qui fait qu'on est ce qu'on est, qui vous donne soit la légitimité, soit au contraire l'illégitimité fondamentale du discours. La deuxième, et ça c'est très très clair dans le système d'organisation de la gauche mélenchoniste, et la deuxième chose qui caractérise le wokisme, c'est le manichéisme. C'est-à-dire que toutes ces différences doivent s'agréger c'est l'intersectionnalité, en une opposition entre dominant et dominé, ce qui relève d'un simplisme idéologique profond, puisque les phénomènes de domination sont évidemment constitutifs de toute vie sociale et politique, mais ils ne s'ordonnent pas d'une façon absolument manichéenne. Et lui, donc, récupère à travers ça le manichéisme, le globalisme, donc la négation profonde du citoyen. Le noir, il n'est pas légitime parce que c'est un homme comme un blanc, il est légitime parce qu'il est noir, et que en tant que noir, il est dépositaire de quelque chose de très particulier qui est interdit aux blancs. Donc tout ça compose un paysage. Est-ce que ça peut marcher ? Moi, je suis assez sensible au fait que un fond radical, c'est solide, c'est quelque chose, ça constitue une base, mais je crois quand même que ce sera extrêmement difficile de le faire fonctionner durablement, parce qu'il me semble que le caractère de Jean-Luc Mélenchon, qui apparaît aux yeux de chacun, est un caractère qui fait peur. Et je pense que ce vieux peuple français, sceptique, prudent, qui n'aime pas mettre ses œufs dans le même panier, etc., il regardera à deux fois avant de donner le pouvoir à quelqu'un qui interdit à un membre de son parti de dire simplement du mal de ce que pense son chef, ce qui a été le cas des sanctions qui ont été données récemment. Donc je crois quand même qu'il s'enferme dans une impasse, mais c'est pas une impasse, c'est pas un désert. Deux remarques. La première à propos de la liste des minorités que Jean-Louis a évoquée à propos du wokisme. Comme d'habitude, il en manquait une, qui est celle des gauchers contrariés, qui est peut-être en voie de disparition, mais comme j'ai l'honneur d'appartenir à cette minorité, je tiens à élever une protestation. Et vous êtes du côté des dominés. Je suis du côté des dominés. Ah oui, c'est toujours mieux qu'un gauchiste contrariant. Ça, je ne l'ai jamais été, je dois dire. Bon, enfin, tout le monde s'en doutait. Et l'autre chose, c'est à propos de la question qui terminait l'intervention de Jean-Louis. Est-ce que le moment où ça peut marcher n'est pas celui, c'est vraiment une question que je me pose, mais celui où les talons rouges rejoignent les sans-culottes en se prenant pour des sans-culottes eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est vestimentairement très compliqué, votre affaire. Mais quand on regarde certains des députés les plus radicaux, ils ont été élus à Paris dans des quartiers extrêmement nouvelle bourgeoisie. Obono, Daniel Obono, Sandrine Rousseau, Émeric Caron. C'est vraiment Caron, oui, aussi Caron aussi. Et qui ont le discours... Pas de mal de mon député, Philippe. J'ai battu sa trésorière. qui veut plus de la tauromachie, qui pour le 18e arrondissement est effectivement une vraie question. Oui, les arènes du 18e sont fameuses. Enfin, voilà, j'ai l'impression que de ce côté-là, cette nouvelle bourgeoisie, c'est elle qui a peur de Mélenchon. Et je crois que s'il y avait aujourd'hui des élections législatives, les trois personnes que je viens de nommer auraient beaucoup plus de difficultés à être réélues. Isabelle de Goldman. Toute petite remarque par rapport à tout ce que vous avez dit, ce que je trouve intéressant, mais c'est
Un autre sujet qu'il faudrait ouvrir, c'est effectivement cette radicalité qui est aujourd'hui partout en politique, partout en Europe, aux États-Unis, au Brésil, en Amérique du Sud. Donc cette manière de faire de la politique anti-système qui devient un système politique en fin de compte. Et moi, c'est vrai, qui m'inquiète. Je ne sais pas si Mélenchon ça va marcher ou pas, mais en tout cas, on est aujourd'hui sur une tendance à avoir comme ça un discours extrêmement radical, extrêmement excessif. Et je ne suis pas d'accord avec vous, Jean-Louis, quand vous dites que c'est parce qu'idéologiquement derrière, il y a rien, parce que si on prend par exemple les écologistes qui ont aussi cette tendance à la radicalité, il y a quelque chose derrière qui est assez construit en réalité et qui vont mettre en public de manière très excessive avec des actions très radicales, très excessives. Donc je pense que c'est plus sur le moyen d'expression, mais je ne dirais pas que c'est parce que idéologiquement il y a rien qu'ils sont radicaux. C'est une nouvelle manière de s'exprimer dans cette société. Ah, mais l'écologiste, juste un mot, l'écologiste, je suis tout à fait d'accord, on est pour ou contre, mais la contestation écologique du modèle de croissance, etc., c'est quelque chose de solide. On peut considérer que c'est utopique, on peut considérer que c'est un peu... Mais c'est solide. Mélenchon, ça n'a jamais été ça. Moi, j'ai connu Mélenchon hyper nucléariste, totalement derrière EDF, derrière le programme nucléaire français. Là, il y a quand même chez lui un opportunisme idéologique qui n'existe pas chez les écologistes. Michel Elcelliner. Oui, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que Mélenchon passe d'un personnage à un autre. Quand il s'adresse aux radicaux, il est très dur, très agressif, très clivant. Et quand il veut s'adresser aux jeunes instruits qui votent pour lui, notamment pour des raisons écologiques, pour des raisons de volonté de changer les institutions, là, il devient très construit. Vraiment, cette vidéo publiée mercredi est très intéressante parce qu'il va déployer toute sa ligne. Il est très construit. Il parle de rationalité en permanence et il essaie de justifier pour garder cet électorat. Donc, il est tout le temps en train parfois d'être caressant et parfois d'être très cassant pour essayer de rassembler les électorats des radicaux très en colère et des jeunes instruits qui pourraient avoir peur de lui, mais qu'il tente aujourd'hui de rassurer dans un deuxième temps de l'après-7 octobre. Et autre chose, Isabelle de Golemin avait commencé son intervention tout à l'heure en se posant la question de savoir si Mélenchon était fou. Je suis pas très favorable à l'utilisation des concepts psychiatriques dans le jugement politique, mais il y a quand même... compréhensif, en plus, comme on dit en anglais. Oui, il y a quelque chose quand même qui est... une question supplémentaire, si je puis dire, qui est à quel moment l'importance médiatique qu'il reçoit et qu'il cultive peut ou pas lui faire perdre la boule. Il y a des phrases de Mélenchon qui sont d'un grotesque achevé. Je veux dire, c'est Mélenchon-Perrichon. C'est vraiment que l'homme... C'est ça, un immense Monsieur Perrichon et une toute petite mer de glace. C'est exactement, que l'homme est grand, etc., etc. Donc ça aussi, ça peut être nuisible. Comme vous, Philippe, je résiste à la psychiatrisation de la vie politique, mais on ne peut pas s'empêcher de déceler des tendances paranoïdes. Quand, par exemple, il destitue des compagnons de route comme Raquel Garrido, Alexis Corbière, qui l'ont suivi quand même depuis 20 ans, dans cette aventure qu'a été le Front de gauche, etc., pour y mettre à la place des jeunes fanatiques de 25 ou 30 ans qui lui sont entièrement dévoués. Et il y a un retour aussi il y a un retour aux origines, c'est-à-dire que le lambertisme, c'est exactement ça. Il n'y a pas d'alliés, il n'y a que des ralliés. Et on destitue à intervalles réguliers les compagnons de route pour les remplacer par les gardes rouges. Et puis, on est dans un système médiatique qui favorise ce type on va dire, de dérive, je ne sais pas si c'est psychiatrique, mais de libris. Enfin, effectivement, plus on est excessif aujourd'hui, mieux ça marche, et plus on est sur des plateaux, à part dans cette émission. Et c'est son identité politique, d'être ubrique. Oui, en même temps, le changement par rapport à des situations antérieures, c'est que la médiatisation est à peu près inévitable. C'est-à-dire que le dernier des collaborateurs de Mélenchon finit par être interrogé et par passer devant les caméras. Et souvent pour dire des énormités considérables. Ça aussi, ça peut gratter les pieds du colosse, si je puis dire. Une très brève anecdote qui me paraît tout à fait significative d'évasion. Moi, j'avais les meilleures relations avec M. Mélenchon au sein de ma commission quand j'ai été élu dans des conditions dramatiques, puisque c'était à la suite de la mort de Mme de Sarnez. Il a fait un discours pour m'accueillir au sein de la commission au nom de son parti extrêmement favorable. Et on a eu un débat quelque temps plus tard en séance publique sur les opérations du Sahel, notamment au moment de la crise au Mali,
Alors, il a pris la parole, il a fait un éloge vibrant pendant 10 minutes de l'armée française, de ce qu'elle faisait. Il a vitupéré le colonel Goïta dans des termes que aucun orateur de la majorité n'osait, etc. Et il a fait vraiment un discours. Et j'étais, comme c'était un débat commission d'affaires étrangères, j'étais au banc à côté du Premier ministre. Et je dis à la fin à Castex, je lui dis, écoute, Jean, il est assez clair que c'était le meilleur orateur de la majorité. Bien, passons s'il vous plaît à notre deuxième sujet, qui est de nous demander où vont les conservateurs en Grande-Bretagne. Le parti conservateur au pouvoir a subi le 20 octobre une sévère défaite lors de 2 élections partielles. Ces 2 scrutins se tenaient au moment où la cote du Premier ministre, qui s'efforce de se présenter comme une incarnation du changement, bien que son parti soit au pouvoir depuis 13 ans, cette cote est au plus bas depuis son arrivée à Downing Street il y a près d'1 an. Les sondages récents donnent une avance de 17 à 20 points au Labour. À l'actif du Premier ministre, le rapprochement avec le continent symbolisé par la signature d'un accord augmenté sur l'Irlande du Nord, le ralentissement de l'inflation observé ces derniers mois et la baisse d'1 tiers du nombre de traversées de la Manche, en partie grâce à la signature d'un accord de renvoi des Albanais déboutés de l'asile vers leur pays d'origine. La volonté politique de limiter l'immigration se heurte toutefois à la réalité des besoins économiques, en l'occurrence ceux d'un pays qui connaît de graves pénuries de main-d'œuvre dans des secteurs comme l'agriculture, l'hôtellerie-restauration, le bâtiment, le transport routier, les hôpitaux ou l'aide à domicile. Des métiers boudés par les White British, occupés par les Polonais, les Roumains et les Bulgares avant que le Brexit ne les enchasse sans ménagement. L'économie demeure morose et le Guardian dénonce une nouvelle forme de pauvreté créée par les Tories. L'an passé, 3 800 000 personnes étaient dans la misère au Royaume-Uni, l'équivalent de la moitié de la population de Londres. Le 7 novembre, le gouvernement britannique a dévoilé ses projets pour combattre la criminalité et relancer la croissance économique. Le Premier ministre s'est employé à se démarquer du Parti travailliste en misant sur le durcissement des peines pour les auteurs d'infractions violentes et en révisant à la baisse les objectifs du pays en matière de climat, présentés comme un fardeau pour les ménages. Le 13 novembre, le Premier ministre a créé la surprise en rappelant au gouvernement son prédécesseur, David Cameron, désormais Lord Cameron, l'homme du référendum du Brexit, comme chef de la diplomatie. Attendu depuis des mois, un changement de gouvernement conservateur semblait inéluctable pour renvoyer la très à droite ministre de l'Intérieur, Suella Braverman, dont les critiques formulées à l'encontre de la police la semaine dernière ont constitué la provocation de trop. Au Home Office, le ministère de l'Intérieur, elle est remplacée par l'ex-chef de la diplomatie, James Cleverly, qui devra assumer une politique très restrictive sur le droit d'asile. Mercredi, la Cour suprême britannique a confirmé l'illégalité du projet controversé d'expulser vers le Rwanda les demandeurs d'asile d'où qu'ils viennent, arrivés illégalement sur le sol britannique. Sur cette question, David Jays. Alors, avant de se demander où va le Parti conservateur britannique, il faut souligner une chose, c'est que le système politique britannique est, en comparaison des autres grandes démocraties occidentales, d'une très grande stabilité. En France, nous avons vu en 2017 l'effondrement des partis politiques. Vous voyez bien les contorsions dans lesquelles Pedro Sánchez se débat en Espagne, puisqu'il en est à gracier les indépendantistes catalans pour récupérer 7 voix au Parlement. En Allemagne, il y a un émiettement considérable de la vie politique avec des partis comme les écologistes ou à droite l'AfD qui progressent. Au Royaume-Uni, on a encore une vie politique structurée par 2 grands partis, le Labour d'un côté et les Tories, les conservateurs de l'autre, et puis ce parti d'appoint que sont les libéraux démocrates. Et le Brexit, qui est quand même une question existentielle pour la vie, au-delà de la vie politique, pour la vie du peuple britannique, a été digéré par le système partisan qui lui préexistait, ce qui est quand même considérable. Je ne suis pas certain que si nous avions demain un événement aussi considérable que le Brexit en France, on aurait la même vie politique. On aurait pu imaginer qu'un parti Brexit, qu'un Brexit Party aurait pu émerger et en face un anti-Brexit Party ou un parti pro-européen. Ça n'est pas le cas. Donc il y a une stabilité politique et ça c'est grâce à la force des institutions parlementaires de cette vieille et rassurante démocratie qu'est le Royaume-Uni. Maintenant,
Rishi Sunak paye les pots cassés pour ses prédécesseurs. Il y a, vous avez dit 13 ans, je crois que c'est 16 ans en réalité, puisqu'ils sont au pouvoir depuis le départ de Tony Blair en 2007 ou 2008. David Cameron a mis en place les mesures d'austérité dès 2009 quand ils ont été confrontés à la crise financière. Et on n'échappe pas, après 16 ans de domination conservatrice, à l'usure du pouvoir. On l'a vu avec les défaites aux législatives partielles. Ils ont une opposition qui est à nouveau décente, pretty decent, comme diraient les Britanniques, puisqu'après les errances de l'ère Corbyn, avec, je ne sais pas très bien comment prononcer, Keith Starmer, ils ont un leader de bonne qualité, qui est prêt à gouverner, qui a fait sa mue sur la question écologique et qui est moins dans les embardées idéologiques que ne l'était Jeremy Corbyn. Alors, c'est un peu injuste d'une certaine manière pour Rishi Sunak, parce qu'après la catastrophe de Liz Truss, qui a gouverné pendant une 50aine de jours, il a plutôt, du point de vue de son camp, bien agi. C'est-à-dire, c'est un premier de la classe, un banquier d'affaires, il présente très bien, il a l'air très équilibré, il doit travailler 18 heures par jour, et au fond, il a un peu le syndrome Macron. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas très bien pourquoi les gens ne l'aiment pas, alors qu'il a toujours été premier de la classe et que tout le monde l'a toujours célébré. Et donc, il est maintenant, à quelques mois des élections générales de 2024, condamné à essayer de rattraper le retard considérable dans les sondages. Et il le fait de manière assez, je dois le dire, incompréhensible. C'est-à-dire que d'un côté, il appelle David Cameron au ministère des Affaires étrangères pour parler à l'électorat plutôt libéral, de centre-droit, très connecté à la mondialisation, pour parler à la City, qui est une des composantes du soutien du Parti conservateur. Et puis, dans le même temps, il annonce un train de mesures. Sur l'écologie, il a beaucoup choqué parce que, si vous voulez, Johnson avait une politique originale. C'était une politique souverainiste, mais qui misait sur l'industrie et sur l'industrie verte, en disant on va être une grande nation écologique. Et donc, il avait annoncé des mesures sur l'industrie automobile, sur les chaudières, sur l'aménagement du territoire, qui étaient très, très, très dures, très fortes, très rapides, plus ambitieuses encore que l'Union européenne. Et là, vous avez vu qu'à la fin de l'été, il a desserré les taux, il a reculé de 5 ans la date d'interdiction de la vente des véhicules thermiques. Donc, il s'est un peu brouillé avec la jeunesse et avec les franges les plus éduquées. Donc là, l'embauche de Cameron, qui d'ailleurs n'était pas parlementaire, donc ça, c'est une entaille aussi dans le système parlementaire britannique. Il a été fait Lord pour la circonstance, j'imagine. Mais c'est amusant aussi de voir à quel point la dimension exécutive de cette démocratie parlementaire britannique se renforce. C'est amusant de voir à quel point cet épisode de la lordification, si j'ose dire, de David Cameron montre à quel point le système britannique a des ressources de toutes sortes et qu'en dépit du caractère totalement théâtral de la monarchie sert encore à ce genre de choses. On avait fait l'inverse pour la succession de Harold Macmillan, où Lord Hume avait été devenu Sir Alexander de Classwood, parce que là, il fallait qu'il soit issu des communes et pas de la Chambre des Lords. C'est très subtil. Ouais. Puis c'était très amusant de voir les commentateurs britanniques de Sky News rire. Voir David Cameron sortir de la voie. David Cameron. Et donc, si vous voulez, il y a ce signal qui est envoyé aux europhiles et aux modérés, et puis dans le même temps, il fait lire par le roi, puisque c'est l'usage, devant les chambres, un programme de travail qui est quand même assez marqué à droite, et même à la droite dure, c'est-à-dire durcissement de la politique pénale, durcissement de la politique migratoire, permis de recherche d'hydrocarbures, ce qui est quand même cocasse de voir Charles III, qui a toujours été très engagé sur les questions environnementales, de lire ça. Il s'est un peu pincé le nez d'ailleurs quand on regarde la vidéo. Donc je pense qu'il est en réalité dans l'errance idéologique dans laquelle sont prises les conservateurs de tous les pays d'Europe, qui sont aujourd'hui pris en étau par la droite extrême. Michel Elchaninov. Alors, vous avez raison, David, le système des partis a tenu. On peut dire que le Brexit a été digéré, mais il faut dire que ça passe quand même très mal. Et moi, quand je regarde cette aventure extraordinaire, c'est des conservateurs britanniques depuis au moins 13 ans, ça me rappelle un peu les comédies romantiques britanniques qui ont eu tant de succès avec Hugh Grant, Love Actually, là. Et là, je pense vraiment à 4 mariages et un enterrement. Je dirais que c'est plutôt 4 divorces et un remariage. Premier divorce, alors vous avez des personnages en couleur, vous avez un jeune premier, riche, ambitieux, en pleine crise existentielle, Rishi Sunak, vous avez une fille d'immigré haute en couleur,
insupportable et provocatrice, Suella Braverman, qui d'ailleurs veut peser. Vous avez un ancien Premier ministre malchanceux qui ressort du placard, et puis toute une série de personnages en couleur, entre Chris Pincher, l'ancien député qui agresse des hommes sexuellement au cours d'une soirée trop arrosée, ou évidemment le fantasque Boris Johnson, spécialiste et amateur de soirées clandestines. Enfin bref, vous avez un bon scénario. Et alors, 4 divorces et un remariage, c'est quand même, il faut revenir à l'origine, puisque Cameron revient. L'origine, c'est quand Cameron, effectivement, a provoqué ce référendum et a divorcé avec les eurosceptiques. Ensuite, c'est ce long et pénible divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, puis une séparation, un divorce entre Boris Johnson et son parti, et puis tout récemment encore le divorce entre Rishi Sunak et sa ministre de l'Intérieur indocile. Et ça se termine, donc, après ces 4 divorces, par un mariage surprise, vraiment surprise, avec David Cameron, qui se trouvait à l'origine de tout ce chaos. Donc la boucle est bouclée, c'est un excellent scénario, mais je dirais quand même que normalement ça se termine bien, c'est-à-dire Rishi Sunak essaie de clore cet épisode de conduite irrespectueuse, aventuriste, irresponsable, en faisant revenir quelqu'un de sérieux, quelqu'un effectivement de libéral, qui va parler aux gens qui sont modérés, qui sont pragmatiques. Mais en fait, le film n'est pas terminé, bien sûr, parce que la question que posait David est réelle. Est-ce que c'est un bon calcul de Rishi Sunak ? Parce que d'abord, ça va sans doute ressouder l'opposition interne des durs autour peut-être de Suella Braverman. Ensuite, aux prochaines élections, donc qui vont arriver d'ici 1 an, on va proposer aux électeurs une lutte entre un candidat travailliste recentré, donc Starmer, et un pôle conservateur modéré. Et donc ça risque quand même de libérer les extrêmes des 2 côtés. On vient de voir que le Labour était pas du tout encore totalement guéri de ces questions liées à l'antisémitisme et surtout au soutien aux Palestiniens, puisque 8 membres du cabinet fantôme du Labour viennent d'être exclus après avoir soutenu les Palestiniens. Donc en fait, les extrêmes des 2 partis ont pas du tout disparu. Et au fond, tout ça risque de se terminer comme dans 4 mariages et un enterrement, d'ailleurs, par un enterrement, puisque les élections risquent de mal se passer pour les Tories. Et ça se termine par un mariage, 4 mariages et un enterrement. Tout à fait, mais un mariage pendant un enterrement. Et là, il y a aussi quand même un fantôme, comme on est au Royaume-Uni. Le fantôme, c'est le Brexit, c'est-à-dire que le Brexit a quand même si ces dissensions au sein du parti conservateur existent depuis toujours, mais il y a une boîte de Pandore qui s'est ouverte, et le retour de Cameron aujourd'hui au pouvoir, c'est le fantôme du Brexit qui hante toujours le Royaume-Uni, de cette immense rupture, et donc le film n'est pas terminé, et risque quand même de mal se terminer pour les conservateurs. Isabelle de Goulmin. Oui, peut-être rapidement, parce que moi je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Il y a peut-être 2 choses. D'abord, effectivement, Cameron revient, et en fait c'est aussi que si on se souvient pourquoi le Brexit a été voté, c'est que, en fait, on est devant un constat. Pour les anti-européens, on est quand même devant une sacrée faillite. On a voté pourquoi ? Pour arrêter l'immigration, premièrement, et pour sauver l'industrie britannique. Et sur ces 2 points de vue, c'est une catastrophe. L'état économique de l'Angleterre est très mauvais. Et l'immigration, catastrophe, je veux dire, du point de vue de ceux qui sont contre l'immigration. Il n'y a jamais eu autant d'immigrés en Angleterre depuis le Brexit. Donc, c'est complètement paradoxal comme histoire. Et puis, la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est effectivement, le système tient, et tant mieux quelque part, mais toute la question, puisque finalement, c'est plus le Brexit il n'y a plus les pros et les anti-européens. D'ailleurs, Cameron revient. Donc, voilà. Mais par contre, on a effectivement, comme le disait très bien David, cette espèce de droite, très extrême, qui devient importante, ce populisme de droite qui embête aujourd'hui tous les partis conservateurs européens et qui embête les Tories, le parti conservateur britannique. Et donc, comment est-ce que le système parlementaire britannique va résister ? Parce qu'on a bien vu qu'aux États-Unis, ça a été quand même dur de résister, et ça n'a pas vraiment résisté. Donc, comment est-ce qu'il va résister à tout cet élan pour une espèce de guerre culturelle contre le wokisme, contre les immigrés, contre le multinational,
multiculturalisme, avec beaucoup d'outrance et beaucoup d'excès. Donc finalement c'est un mélenchonisme de droite. Et est-ce que ça va casser ce système parlementaire, ou est-ce que ça va le conduire comme aux États-Unis aujourd'hui quand même à un blocage qui est un peu terrible au point de vue politique? Imaginons qu'Emmanuel Macron, pour avoir prise d'une manière ou d'une autre sur la France insoumise, décide de lordifier Jean-Luc Mélenchon et de nommer Lord Mélenchon. Je voudrais bien assister à la cérémonie. Jean-Louis Bourlanges. Il y a eu Mélenchon, donc pourquoi pas Mélenchon? Écoutez, je crois que ce qui est très très frappant dans l'histoire britannique, c'est l'ombre extrêmement pesante du malentendu du Brexit. C'est-à-dire que le Brexit, qu'on soit pour ou contre l'Union européenne, il faut d'abord reconnaître que les Britanniques avaient géré leur adhésion à l'Union européenne avec énormément d'intelligence, se soustrayant à tout ce qui pouvait les gêner, une charge budgétaire trop forte, l'euro, l'Europe sociale, Schengen. Enfin, ils avaient vraiment ciselé la diplomatie britannique, un système dans lequel ils étaient très présents et dans lequel ils subissaient le minimum de contraintes. Le oui au Brexit a été une insulte au savoir-faire, au professionnalisme des diplomates britanniques. Et là, ce qu'on a vu, c'est à quel point c'était de toute manière un combat fondamentalement illusoire. C'est-à-dire qu'il y avait non seulement ce que vous avez dit, qui n'a pas du tout été satisfait sur l'immigration, sur les facilités budgétaires qui avaient été annoncées et qui étaient évidemment chimériques, mais d'une façon générale, l'idée que la Grande-Bretagne, que Greater Britain, que la Grande-Bretagne était de retour, Global Britain, que le pays allait à nouveau avoir une vocation mondiale, c'est-à-dire l'ombre de Disraeli derrière tout ça, et l'ombre de Disraeli, ça a commencé par dire on va commercer avec l'ensemble du monde, mais pas avec nos voisins immédiats qui sont ceux de l'Union européenne. C'était donc une sorte de paradoxe, de malentendu historique, et comme les Britanniques constituent un peuple orgueilleux et tenace, ils ont eu énormément de difficultés à accepter ce faux pas. Ils avaient peut-être eu tort, mais right or wrong, my country, ils avaient fait ce choix et ils s'y sont tenus jusqu'au bout. Il y a une espèce d'obstination stupide, en l'occurrence, à ne pas accepter ça, alors que, bon, les fantasmes de Johnson ont abouti à la dénonciation de tous ces mensonges. L'échec de sa successeur, 43 jours, c'est moins que les 100 jours de Napoléon pour arriver à Waterloo. Donc, de l'histoire, tout ça a été un succès. Le nouveau Premier ministre, depuis un an, a très bien compris tout cela, et il est très intéressant que ceux qui ont vraiment marqué symboliquement la faillite du Brexit, et avec le talent qui les caractérise, c'est la famille royale. C'est-à-dire que le fait que le roi ait choisi de faire ses premiers déplacements, il voulait le faire en France, puis nous on a eu nos petites fantaisies suburbaines, et donc il a commencé par l'Allemagne, il a continué par la France. Enfin, quand on est le pays du Brexit, qu'on inaugure un règne en commençant par l'Allemagne et par la France, c'est bien qu'on est dans quelque chose de différent. Et le sommet de tout ça, c'est l'arrivée de David Cameron. C'est pas un taxi vide s'arrête à Downing Street, Clement Attlee en descend, selon la formule célèbre de Churchill. C'est une voiture à vitres teintées descend, s'arrête à Downing Street, et un revenant en descend. Simplement, c'est extrêmement difficile de savoir ce que représente Cameron, non pas personnellement, il a des talents, etc., mais ce qu'il représente comme image, parce que c'est d'abord l'image d'un échec, d'un référendum positif. Donc, comment construire une image positive pour l'Europe ou une image positive pour le Brexit sur ce malentendu? Alors, ce que je voudrais dire, c'est que deux remarques sur le Parti conservateur est très mal parce qu'il a échoué sur tous les plans. Rappelez-vous, après le Brexit, le grand truc, c'était le discours de Birmingham, les mannes de Joseph Chamberlain, qui était un leader indépendant mais proche des conservateurs, le père d'Austin et de Neville, qui avait développé une démocratie
une démocratie sociale, fondée sur l'État-providence, le rattrapage des classes moyennes. C'était ça la leçon du Brexit. C'est complètement noyé, c'est un échec total. Ça a enterré Theresa May, ça a enterré tout le monde, Liz Truss, et ça a enterré et ça rend très difficile la situation du Premier ministre actuel. Le deuxième chose, c'est l'immigration. C'est un échec total aussi. Donc tout ça mais il y a une chose quand même qu'il ne faut pas oublier, c'est l'influence du Moyen-Orient. C'est-à-dire que le Moyen-Orient perturbe la gauche anglaise comme il perturbe la gauche américaine. C'est-à-dire que la gauche, le Parti travailliste anglais, est profondément divisé sur la question palestinienne. Le Parti conservateur est totalement lié maintenant, ce n'était pas le cas à tout moment, mais totalement lié à Israël. Et donc, exactement comme le Parti républicain aux États-Unis, il y a une cohérence et il y a une fragilité internationale assez réelle qui deviendra de plus en plus encombrante pour les travaillistes si, comme il est prévisible, la situation au Moyen-Orient continue de se dégrader. Je vous remercie. Nous sommes arrivés à notre dernière séquence, la séquence des brèves, que j'ouvrirai en recommandant le tout récent ouvrage de Jean Clair, Le livre des amis. C'est une plongée dans l'art du dernier demi-siècle, d'Alechinsky à Xavier Valls, en passant par Louise Bourgeois, Lucian Freud, David Hockney, Henri Cartier-Bresson, Balthus, Roselyne Granet ou Raymond Mason. Clarté du style, fermeté du propos, intimité avec les œuvres et le plus souvent avec les artistes. Le livre des amis fait partie des lectures dont on sort reconnaissant à l'auteur, reconnaissant de nous avoir donné un regard mieux informé, une compréhension plus riche et surtout un appétit d'aller y revoir. Les serviteurs de l'art ont leur place dans ce recueil chaleureux. Le portrait du galeriste Claude Bernard, disparu en 2022, je cite, « l'un des derniers marchands dans sa profession qui ont su garder le sens et la dignité de leur métier quand tout le marché de l'art se constituait comme un gigantesque marché à la criée, soutenu par des organismes officiels comme les FRAC, constituant non des réserves, mais des débarras, toujours plus vastes, des productions éphémères de l'art actuel. » Fin de citation. On voit là que Jean Clair n'a pas perdu le côté aiguisé de sa plume, et non loin du portrait de Claude Bernard, on trouve Françoise Cachin, la première directrice d'Orsay, la première femme à avoir dirigé les musées de France, fonction dans laquelle elle fit un remarquable travail en faveur des musées de province. Jean Clair rappelle avec admiration l'exposition dont elle était le commissaire, Image d'une métropole, les impressionnistes à Paris, et il rappelle qu'il s'agissait bien sûr de plus que des impressionnistes, que l'exposition commençait avec Corot pour finir avec Matisse, mais surtout, rappelle Jean Clair, elle montre, mêlée au maître, de Manet à Caillebotte, des œuvres peu connues, de Maximilien Luce à Devant-Bèze ou d'Adler à Louis Anquetin, œuvres qui donnent une image bien éloignée de la vision traditionnelle de la ville lumière, celle d'une ville industrielle, pauvre, avec des cheminées d'usines, des fumées de locomotives, des gazomètres, des foules en fureur, des défilés et des émeutes ouvrières. Jean Clair rappelle aussi le courage avec lequel Françoise Cachin s'opposa, dans un silence embarrassé puis hostile, contre la dérive mercantile des musées qui les voient aujourd'hui assimiler les œuvres patrimoniales qu'ils ont la charge de conserver, d'étudier, de faire connaître, à de simples marchandises que l'on peut vendre ou bien louer, comme s'il s'agissait de réserves naturelles de pétrole ou de champs de patates. Jean-Louis Bourlanges. Oui, j'avais plusieurs idées pour les brèves. Je voudrais en faire une sur il y a 40 ans, 1 mois et 2 jours, ce dimanche, Raymond Aron disparaissait. Alors, il y a eu beaucoup de célébrations, et moi, je voudrais quand même le dire, Raymond Aron est certainement l'homme qui m'a le plus influencé, le plus marqué, le plus structuré dans toute ma vie politique. Ce que j'ai fait de meilleur, ou plutôt de moins mauvais, ce que j'ai pensé, ce que j'ai fait, ce que j'ai vécu, ce que j'ai voulu, je le dois très largement à la pensée de Raymond Aron. Et je trouve qu'il est, je le signale, non pas simplement en raison de cette dette personnelle que j'estime avoir vis-à-vis de lui, mais
parce que c'est, je crois, quelqu'un qui serait essentiel aujourd'hui. Car il nous a appris 3 choses. Il nous a appris que la politique, c'était la lutte pour le pouvoir, la violence, le conflit, l'égoïsme, mais que ça n'excluait pas non plus, de la part des hommes politiques ou des femmes politiques, le désintéressement, la hauteur de vue, le rapport à l'histoire. Donc cette double réalité, c'est important. Il nous a appris que l'histoire, c'était la violence, la guerre, le rapport de force, mais qu'en même temps, toutes les formes de civilité, de démocratie, de rapport coopératif entre les nations étaient essentielles et méritaient d'être construites. Et il nous a appris enfin que les illusions, que on ne pouvait regarder que de façon très désillusionnée toutes les théories du progrès automatique, du sens de l'histoire, mais que le fait que l'histoire soit tragique n'interdisait pas l'espérance, n'interdisait pas la volonté, n'interdisait pas les progrès à long terme pour rendre cette humanité et la vie de chacun d'entre nous plus vivante, plus vivable, plus respectable et plus libre. Et je crois que de cela, il faut vraiment se souvenir. Isabelle de Golemin. Oui, alors à propos du tragique de l'histoire, moi je vais vous parler de la biographie de Gaulle que j'ai bien aimée, de Jean-Luc Barré. D'abord, c'est un beau titre, l'homme de personne. C'est comme ça qu'il s'est défini à l'ombre. Et je me dis, est-ce que moi je suis une femme de personne? Enfin, je trouve que c'est une belle définition. Ça vaut mieux que je femme de tout le monde. Voilà, c'est ça. Je vous reconnais bien là. Et mais plus sérieusement, d'abord, c'est bien écrit. La première partie, ça s'arrête en 45, porte beaucoup sur l'enfance et un peu la jeunesse du De Gaulle. Avec Jean-Luc Barré connaît très bien. Il a fait des biographies de Maritain, de Mauriac, etc. Donc, il rattache bien De Gaulle à cette filiation droite, catholique, monarchiste, et il montre finalement ce que ça a de meilleur dans cette forme de fidélité à la France et de certaines nations. Alors, on peut le critiquer parce la plupart de ses archives, il les a par Philippe de Gaulle, hein, donc c'est une biographie qui est très influencée par la famille de Gaulle, mais elle est très bien écrite, elle est intéressante, on voit cette lente, très très lente maturation de l'homme de Gaulle, qui a finalement raté sa carrière militaire au départ pour aller vers la carrière politique à Londres, donc c'est assez paradoxal. Et puis après, on voit vraiment avec Churchill, et ça c'est très très drôle, c'est-à-dire on aimerait avoir été une petite mouche pour voir Churchill, une petite souris Churchill de Gaulle, et la manière dont l'obstination de Gaulle a été incroyable pour arriver là où il est arrivé en 44, c'est-à-dire que les montagnes d'obstacles que lui ont mis les Anglais et les Américains est absolument incroyable à relire aujourd'hui. Michel Elchenilov. Alors, je vous recommande un ouvrage paru tout récemment aux éditions de l'Observatoire qui s'intitule « La guerre des mondes ». Alors, hélas, il ne s'agit pas de science-fiction, c'est une analyse des nouvelles relations internationales. Son auteur, Bruno Tertrais, spécialiste des questions de sécurité internationale. Et donc, il décrit dans ce livre la montée des tensions et des guerres entre ce qu'il appelle les néo-empires, Chine, Russie, Iran, Turquie notamment, et les démocraties. Et ce qui est intéressant, c'est que donc c'est une analyse très fouillée, très riche, très documentée, mais il essaie de répondre à des questions sur le passé et sur le futur. Sur le passé, une des questions qui se pose, mais est la suivante: pourquoi avons-nous cru, après la guerre froide, enfin beaucoup ont cru, que finalement nous allions entrer dans une ère kantienne de résolution des conflits? Pourquoi est-ce que nous avons été si optimistes? Il répond que les États-Unis ont été très optimistes, trop optimistes, parce qu'ils pensaient qu'il suffisait finalement d'intégrer la Russie et la Chine dans un réseau de normes communes, notamment les intégrant à l'OMC, et que les Européens, eux, sans doute, ont transposé leur expérience d'une interdépendance économique qui amènerait automatiquement la paix. Et tout ça n'a pas marché. Et donc, l'âge identitaire dans laquelle on vit, c'est une sorte de réponse rageuse à la mondialisation, ce que d'après Bruno Tertrais. Et une question sur le futur, finalement, tous ces conflits d'aujourd'hui en Ukraine, Israël, Gaza, vont-ils faire système? Y a-t-il un risque de conflit mondial, tout simplement? Alors, Bruno Tertrais se veut modérément pessimiste, ce qui veut dire en fait plutôt optimiste. Il pense qu'il va y avoir une très très longue guerre tiède, avec des guerres, mais qu'il n'y aura pas de confrontation directe grâce au bouclier nucléaire, grâce tout simplement à la dissuasion nucléaire, et parce que les alliances occidentales sont beaucoup plus fortes
que les alliances entre ces néo-empires. J'avoue que personnellement, je suis moins optimiste que lui, mais c'est un ouvrage intéressant parce qu'il nous fait entrer dans cette nouvelle époque pleine de conflits des relations internationales. Jean-Louis, un mot ? Juste la réponse à la question que posait Michel sur nos illusions en 89, elle est dans ce qu'a dit Jean-Marie Guéhenno. Nous avons cru que notre système avait gagné, alors qu'en réalité, c'était simplement le système soviétique qui avait perdu. David Jayes. Alors moi, je redescends vraiment de quelques étages par rapport à Jean Clair et à Raymond Aron, mais c'est intéressant aussi. Je vous recommande la dernière note du CAE sur les effets de la transition écologique sur l'emploi, parce que on a un grand bouleversement macroéconomique qui s'annonce, et certains nous prédisent une nouvelle ère de l'emploi de masse, avec des masses paysannes ou des masses artisanes qui vont rénover les bâtiments. D'autres, au contraire, nous disent que ça va détruire de l'emploi et que ça va nous amener dans la décroissance. Et ce que ces économistes, amenés par Kathleen Schubert notamment, ont montré, c'est que ça ne mérite ni excès d'honneur, ni excès d'indignité. C'est moins de 1% de l'emploi total qui va être mis en jeu. En revanche, il y aura ce que les économistes appellent des réallocations, c'est-à-dire que dans certains secteurs, comme l'artisanat, on va avoir besoin de main-d'œuvre. Dans d'autres, comme les sous-traitants de l'industrie automobile thermique, on va détruire de l'emploi. Donc ça va avoir des effets sur certains territoires et il faut les anticiper. Et aujourd'hui, on manque un peu d'anticipation. Je vous remercie. Je remercie celles et ceux qui ont contribué récemment à notre financement, ceux et celles qui vont contribuer dans les jours, les semaines, le mois et demi qui vient à notre financement. Je remercie Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui en assurera le compendium, Nicolas Tourneau qui veille à notre site, tandis qu'Olivier Magloire s'occupe des questions liées aux cartes de crédit et toutes les complications que vous pouvez rencontrer. Je remercie Mathéo Gillet qui a enregistré cette conversation pour l'arrière-boutique, Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui la produisent. Et je vous rappelle que c'est le 3 décembre que vous pourrez venir participer à l'enregistrement de notre émission à l'école alsacienne, que mercredi, nous nous retrouverons autour de Constance Rivière, directrice générale du Musée de l'Histoire de l'Immigration, et que je vous donne rendez-vous également dimanche prochain.